un exposé de M. Jean-Philippe Brade sur la révolution tunisienne, un exposé de Mme Élodie Derdal sur l'écriture de la constitution tunisienne. Alors j'ai des instructions très fermes de faire respecter le temps de parole pour échapper au laxisme de la présidence précédente. Le laxisme, dont tu as bénéficié. Laxisme dont tu as largement bénéficié. Ah bon, je n'ai pas parlé plus que mon temps. Un petit peu moins, mais à peine. Ah oui, voilà. Alors, donc, si vous avez une le but de notre grand chef, Patrick Charlot, c'est que nous ayons assez de temps au déjeuner. Donc vous voyez, c'est quand même un objectif raisonnable. Et discuter à chaque. Bon, alors, mon cher collègue, Jean-Philippe Bras, je donne la parole. Bien, donc nous allons parler de la Tunisie, du cas tunisien, en réfléchissant sur la relation entre révolution et constitution. Une révolution suppose-t-elle une nouvelle constitution? Et si l'on répond par l'affirmative, deux autres questions surviennent. À quoi cette nouvelle constitution sert-elle? Quelles sont ses finalités? Qui doit faire cette constitution et comment? C'est la question du processus constituant. Alors, quelles sont les réponses tunisiennes à ces questions dans un processus qui s'est déroulé sur le temps, sur 3 années, quasiment entières, qui ont permis l'édiction de la Constitution tunisienne? On peut dire que d'abord, après une période d'atermoiement, la nécessité d'une nouvelle Constitution s'est imposée. Ensuite, que son établissement vise à conférer une légitimité de nature juridique à un nouveau pouvoir qui, par définition, en est dépourvu. Et enfin, que son établissement par une Assemblée nationale constituante élue au suffrage universel direct est le résultat d'un processus ou d'un récit conférant au peuple tunisien le statut de seul auteur de la révolution. Il faut, je crois, pour bien analyser et comprendre ce qui s'est passé en Tunisie, passer par un petit détour théorique qui permettra de mieux comprendre comment s'articule ici un processus politique, la révolution, et une construction juridique, la Constitution. Cette articulation entre révolution et constitution peut être comprise, selon Norberto Bobbio, auquel je vais me référer ici, à travers la notion de légitimité. Il a notamment coordonné un numéro des Annales de philosophie du droit en 1967, qui a été un document de référence sur la question. On sait que le pouvoir est un fait politique par lequel des gens, les gouvernants, donnent des ordres. Et d'autres, les gouvernés, obéissent à ces ordres. Le fait que les gouvernés obéissent aux gouvernants marque, Bobbio insiste sur ce point, l'effectivité du pouvoir. Et à la question pourquoi les gouvernés obéissent aux gouvernants, la réponse est parce que ces derniers les gouvernants ont, aux yeux des gouvernés, des titres de légitimité à donner des ordres. Ces titres de légitimité s'inscrivent dans divers registres. Le premier relève du fait de pouvoir, lui-même sans justification autre, c'est le registre de la contrainte et de la violence. On va vers Hobbes et l'État qui est sa propre justification. Et puis les autres titres de légitimité, relèvent de la typologie weberienne de la domination charismatique, traditionnelle, vous avez évoqué le charisme tout à l'heure, légal rationnel, qui fournissent des fondements externes de la légitimité du pouvoir. Mais ces titres de légitimité ne sont jamais sûrs en soi. C'est parce que le pouvoir s'exerce de manière effective que l'on peut dire qu'il est légitime, que ces registres fonctionnent.
la preuve ultime du titre de légitimité est donnée, nous dit Bobbio, seulement par le fait que l'obéissance est effectivement accordée. En d'autres termes, tous les énoncés légitimatoires ne fonctionnent pas, il faut en outre qu'ils soient performants ou performatifs. Alors, comme le montre Bobbio dans ses travaux sur l'idée de légitimité, un ordre politique légitime doit s'adosser à un moment ou à un autre sur un ordre juridique valide. La légitimité est donc une notion qui est à la croisée de la science du droit, la science des normes, et de la science politique, la science des pouvoirs. Elle se fonde à travers l'imbrication de deux ordres, l'ordre politique, donc la hiérarchie des pouvoirs qui garantit leur légitimité, et l'ordre juridique, la hiérarchie des normes qui garantit la légalité des actes. Ces deux ordres, juridiques et politiques, interagissent en boucle. La norme dit le pouvoir, elle le confère, le pouvoir dit la norme. L'ordre juridique est un enchaînement de règles et de pouvoirs qui produisent des règles et des règles qui donnent du pouvoir. Se pose naturellement dans cette architecture la question de la relation entre les sommets des deux hiérarchies, entre la norme fondamentale d'un côté et le pouvoir suprême, la summa potestas, de l'autre. On peut considérer, convenir, comme le font les juristes, que la norme fondamentale désigne le pouvoir suprême. Mais se pose la question de savoir qui énonce la norme fondamentale. Ce type de question de la relation entre normes et pouvoir se pose avec une acuité particulière dans les situations de crise politique, de mise en cause de la légitimité du pouvoir, on le conteste. Dans les situations de rupture politique, quand le pouvoir tombe, démuni de ressources de légitimité, on ne lui obéit plus. Ou encore, dans les situations de transition politique, de mise en place d'un nouveau pouvoir sur de nouveaux registres de légitimité. Quel pouvoir sur quel registre? La Révolution, et ceci a été établi par Bobbio, mais par d'autres auteurs également, ouvre un entre-deux. Un entre-deux où normes et pouvoir se dissocient. L'instant révolutionnaire est celui d'un entre-deux droit où se joue la fondation d'un nouveau droit. D'un nouveau droit qui va disqualifier le droit antérieur, et ainsi légitimer l'acte révolutionnaire, puisque l'acte révolutionnaire est par définition un acte de violation de ce droit antérieur. Et ce nouveau droit va auto-légitimer le nouveau pouvoir issu de la Révolution en lui donnant une assise juridique. Mais la durée de l'instant révolutionnaire est dépendante de la capacité des acteurs de la Révolution à mobiliser des ressources légitimatoires suffisantes, et par définition non juridiques, pour conduire l'établissement de ce nouvel ordre juridique. Or, cette capacité des acteurs, donc, est une donnée contingente à chaque révolution, où le processus de transition entre deux ordres juridiques est affecté d'une plus ou moins grande fluidité. Et là, je passe du registre de la théorie de l'État et du droit de Bobbio au registre de la science politique, avec Michel Daubry, qui a donc fait des travaux tout à fait remarquables avec cette notion de fluidité sur les transitions politiques. Un processus fluide est celui où les énoncés légitimatoires des acteurs de la Révolution ne sont pas suffisamment performants ou performatifs pour permettre une conduite rapide et efficace du changement de régime marquant l'établissement d'un nouvel ordre juridique, ce qui génère incertitude, calcul, stratégie et jeu d'acteurs complexes et très mobile. Et plus le processus est fluide, plus il dure. Il est marqué par la difficulté à établir les procédures de gouvernement provisoire et de confection du texte constitutionnel, ainsi qu'à stabiliser ces procédures et ces procédures. Ce qu'on voudrait montrer ici, Bobbio nous disait, on commence d'ordinaire par l'instauration d'un pouvoir de fait effectivité, qu'il peut se passer de restaurer la légalité violée par ce pouvoir,
et donc de recomposer un système juridique pour sa discipline même, pour arriver à la fin à proposer et à impliquer ses propres titres de légitimité, dont l'effectivité est une preuve. En fait, ce qui est en jeu, c'est l'établissement d'une nouvelle constitution. Et ce qu'on voudrait montrer ici, c'est que cet effet de boucle entre l'exercice du pouvoir et l'usage du registre du droit, le pouvoir justifie le droit et le droit justifie le pouvoir, est infiniment problématique dans la Tunisie de l'après-Ben Ali. Tunisie dont le processus de transition entre l'ordre ancien et l'ordre nouveau, l'ordre politico-juridique ancien et l'ordre politico-juridique nouveau, est caractérisé par une très grande fluidité. Fluidité au sens où l'effectivité d'un nouveau pouvoir n'est pas établie d'emblée, c'est un pouvoir fragile et instable. Fluidité où les registres de légitimité déployés par les acteurs sont multiples, antagonistes et dotés d'une certaine plasticité. Fluidité enfin, au sens où les usages du droit, dans la construction de nouvelles légitimités, se traduisent par des échecs ou des succès relatifs et sont confrontés à des remises en cause par des acteurs extérieurs exhibant d'autres titres de légitimité. Il s'agit donc d'une transition longue dans la durée qui contribue au maintien de zones d'incertitude fortes dans les jeux d'acteurs et à des interactions complexes et multiples. Des scénarios qui ne tiennent pas ou tiennent mal, d'abord d'une transition s'appuyant sur la Constitution de 1959, puis ensuite scénario d'une ANC souveraine élue au suffrage universel, et enfin scénario qui commence maintenant et qui s'appuie sur la Constitution elle-même, mais une Constitution qui ne lève pas toutes les incertitudes. Je veux vous dire que la question de l'effectivité du pouvoir est toujours ouverte en Tunisie, et que ce cas de figure met bien en lumière ce que Michel Pellegrini a pour cher, que les déterminants de la révolution ne préfigurent pas la formule politique qui va se mettre en place, et que la phase transitoire, par sa fluidité, laisse les scénarios très ouverts, et que donc il faut regarder très près les phases transitoires. Alors comment caractériser les usages du droit et de l'outil constitutionnel dans ce processus de légitimation d'un nouveau pouvoir en Tunisie après la chute du président Ben Ali? Tout d'abord, la question constitutionnelle a été immédiatement au centre du débat public, et ma collègue d'ailleurs expliquera en partie pourquoi. Deuxième remarque, une première phase que l'on peut qualifier de latence ou de dénégation, c'est caractérisé par l'usage de la Constitution de 1959 comme principale, sinon seule ressource de légitimité des pouvoirs publics. Ce premier scénario transitionnel s'est cependant très rapidement effondré au profit de celui d'un changement de constitution et de mise en place d'une assemblée constituante élue au suffrage universel. C'est le scénario de la rupture, de concrétisation institutionnelle de la Révolution. Cependant, ce scénario ne réalise qu'imparfaitement le processus de légitimation du pouvoir par le peuple. Au soir du 14 janvier 2011, un fait politique est établi, et c'est à peu près le seul, consécutivement à des mobilisations populaires massives à partir de la mi-décembre d'abord à l'intérieur du pays, puis dans les grands centres urbains et la capitale, le président Ben Ali prend un avion pour l'Arabie Saoudite dans des conditions qui peuvent amener à considérer que son absence pourrait se prolonger. Est-on pour autant dans une situation de type révolution? Le gouvernement est en place, les pouvoirs publics fonctionnent. Et c'est la thèse que ceux-ci vont tendre à accréditer. La vacance de la présidence de la République est une situation normale, prévue par la Constitution. Il suffit donc d'appliquer la Constitution, la norme fondamentale qui légitime l'exercice du pouvoir. Et donc la norme. Et il suffira donc d'appliquer, eh bien d'abord l'article 56 de la Constitution sur la vacance provisoire de la présidence de la République, et puis le lendemain l'article 57 sur la vacance définitive, puisque entre le premier jour et le second jour,
on s'est aperçu que la vacance provisoire n'était plus testable. Ce qui a eu pour effet d'ailleurs d'avoir 2 présidents de la République par intérim en 2 jours, ce qui permet de comparer les rythmes avec la période antérieure, entre 1957 et 2011, où il y a eu aussi 2 présidents de la République, en plus d'un demi-siècle, puis 2 en 2 jours. Et donc, on peut, à travers ces articles 56-57, rétablir un pouvoir pleinement légitime, un président par intérim qui nomme un gouvernement élargi à certains partis d'opposition légale, mais reste dirigé par M. Mohamed Ranouchi, qui était le dernier Premier ministre du gouvernement Ben Ali. Et puis ensuite, un président élu au suffrage universel. Des élections doivent être organisées par une commission technique de la réforme politique, formée d'ailleurs de professeurs de droit public, principalement de Tunis, mais aussi des universités de la province. Commission d'ailleurs dont son président, qui était Gad Bellachour, a dit qu'elle est également prête à se saisir des questions constitutionnelles. Alors bien entendu, une telle lecture des événements de décembre-janvier est très réductrice, cantonnant les mobilisations à la mise en cause de la seule personne du président Ben Ali. On considérera donc qu'il n'est nullement besoin d'un nouveau droit pour légitimer l'exercice du pouvoir. Certes, peut-on reconnaître qu'il n'est plus guère possible de fonctionner avec une assemblée composée presque exclusivement de membres du RCD, du parti du président. Et qu'à cela ne tienne, la Constitution donne encore des réponses avec l'article 28 et la procédure d'habilitation législative que l'on va utiliser pour transférer la quasi-totalité des pouvoirs au président par intérim, du pouvoir législatif au président par intérim, ce qui marque d'une certaine manière le décès des 2 assemblées législatives. Certes, le délai requis par la Constitution pour l'organisation des élections dans des conditions démocratiques est trop court, mais qu'à cela ne tienne, on utilise l'article 39 alinéa 2 qui permet de proroger le mandat du président par intérim dans des circonstances exceptionnelles. Alors ce scénario de confinement des mobilisations politiques, de délégation de leur portée révolutionnaire, c'est-à-dire d'une rupture qui va bien au-delà de la personne du président Ben Ali, mais met en cause l'ensemble de la classe politique, le RCD, parti du président, les appareils sécuritaires, ce scénario a pu se mettre en place et fonctionner un bref moment. Parce que, pourquoi est-ce qu'il a fonctionné? Eh bien, c'est parce que, et c'est une caractéristique essentielle de la Tunisie pour comprendre ce qui s'est passé par la suite, parce que les chaises du contre-pouvoir, les chaises d'un contre-pouvoir révolutionnaire étaient vides. Sur le moment, aucun autre acteur n'a la capacité de prendre la main, soit d'exercer un pouvoir effectif sur une base révolutionnaire en mobilisant des ressources de légitimité elles-mêmes révolutionnaires. C'est une révolution sans leader, vous aviez évoqué la question tout à l'heure. Le registre charismatique semble s'être épuisé dans un demi-siècle d'autoritarisme politique. C'est une révolution sans auteur au sens de force politique structurée qui aurait conduit le processus révolutionnaire, qui aurait porté, fomenté, organisé ce processus. On sait que le mouvement islamique est absent, totalement absent du processus révolutionnaire, que les partis d'opposition, légales ou non, ont tenté, avec un maigre succès, de prendre le train en marche. Enfin, c'est une révolution qui n'ouvre pas de fenêtre d'opportunité à d'autres institutions d'État, que ce soit l'armée ou les forces de sécurité, parce que trop faibles, trop discréditées, ou républicaines, ou attentistes. Et là, nous avons une différence, là encore, absolument essentielle avec l'Égypte, bien sûr. Quant au parti du président, le RCD, il est totalement disqualifié. Enfin, c'est un processus inopiné, spontané, mais asynchrone, au sens où il se développe à partir de 2 moments, qui est celui du 17 décembre 2010 avec l'immolation de Bouazizi, puis le 14 janvier, les grandes manifestations de Tunis. Et un processus auquel il est particulièrement malaisé d'appliquer une grille de lecture, tant il se combine des forces sociales hétérogènes, géographiquement différenciées, aux aspirations divergentes, allant des libertés publiques à la question sociale. Force dont la concaténation dans le mouvement, d'ailleurs, ne dissipe pas l'opposition. Cependant, cette chaise ne va pas rester longtemps vide. Et ce sont à nouveau les mobilisations politiques spontanées
qui vont balayer le scénario initial de la normalité constitutionnelle de la situation issue du 14 juillet. Les mobilisations dites de Casbah 1, Casbah 2, c'est-à-dire des manifestations énormes pour la Tunisie qui se sont tenues au mois de février et mars devant la place du gouvernement, Rosan Vallon utilise le terme de peuple événement pour ce genre de manifestation qui se fait chair dans l'action. Ces manifestations, eh bien, ces mobilisations, avec en même temps un début de structuration, de mise en place de contre-structures révolutionnaires avec des comités locaux et un Conseil national de protection de la Révolution, ces éléments vont donc avoir raison de ce scénario. La seule ressource de légitimité du pouvoir en place, la Constitution, n'est plus disponible, le droit n'est plus d'aucune utilité, aucun acteur politique ne peut se réclamer d'une légitimité révolutionnaire. Et donc le processus devient totalement fluide. Alors, comment, voilà où on en est, au mois de mars, comment, dans ces conditions, réagencer un dispositif légitimatoire qui tienne la route? Comment subsumer cette incertitude, cette aporie initiale, si c'en est une, relative à l'identification de l'auteur de la Révolution? Eh bien, ceci, on va trouver la solution, en quelque sorte, avec un on d'ailleurs à identifier, en dénonçant que l'auteur de la Révolution est le peuple tunisien. Le peuple est souverain, le peuple veut la Constitution, car la Constitution est la manifestation tangible de la Révolution. S'il n'y a pas de Constitution, pas de véritable Révolution. Il veut changer donc les institutions, il veut changer les gouvernants. Le seul pouvoir effectif qui s'exerce dans cette situation révolutionnaire est celui du peuple. Donc on énonce un titulaire du pouvoir du peuple, et le peuple veut la Constitution qui va inscrire son pouvoir dans un ordre, dans un dispositif normatif. D'où le deuxième moment de la Révolution, le départ du gouvernement Radouchi le 27 février, remplacé par un gouvernement à profil technique dirigé par Béjika Idessepsi, qui est un homme du bourguibisme, n'est pas trop compromis pendant la période de Ben Ali. L'établissement, au même moment, d'une instance supérieure de réalisation des objectifs de la Révolution, qui est une extension de la commission initiale de juristes et qui est devenue, un peu sur le mode des conférences africaines, une sorte de mini-parlement, comptant jusqu'à 170 membres par extension successive, dont les membres ne sont pas des élus, mais désignés par les pouvoirs publics, mais sur un principe de représentation des partis, de la société civile, des organisations sociales, des femmes, des régions, de la jeunesse, etc. Donc une forme de légitimité bricolée de cette instance. Instance dont le mandat va être bouleversé par rapport à son mandat initial qui était de préparer les élections présidentielles. Maintenant, il s'agit de préparer les élections de l'Assemblée nationale constituante, qui sont prévues d'ailleurs au mois de juin, mais qui vont avoir lieu plus tard. Il faut, je crois, souligner que finalement, le vrai début de la Révolution sur le plan du droit, je dirais, c'est le 23 mars 2011, avec le décret-loi portant organisation provisoire du pouvoir public. Pourquoi? Parce que ce décret-loi fait un double constat qui amène un nouvel agencement entre pouvoirs et normes. Le premier constat, c'est l'impossibilité de l'application de la Constitution en vigueur. Le décret-loi nous dit la situation actuelle de l'État, après la vacance définitive de la présidence de la République, ne permet plus le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la pleine application des dispositions de la Constitution est devenue impossible. Donc la Constitution n'a plus d'effectivité, le décret-loi le prévoit, c'est un constat de décès de cette Constitution. Deuxième constat, la nécessité de changer de Constitution. Le peuple tunisien a exprimé au cours de la Révolution du 14 janvier sa volonté d'exercer sa pleine souveraineté dans le cadre d'une Constitution dont acte. Et selon le législateur, ici le président de la République par intérim, cette volonté du peuple tunisien s'est encore exprimée pour déterminer le mode d'établissement de la Constitution. Le décret-loi du 10 mai 2011, relatif à l'élection de l'ANC, nous dit la volonté du peuple tunisien est d'élire une ANC
dont l'Assemblée nationale constituante, dont la mission est d'élaborer une nouvelle constitution pour le pays, ce qui écarte le scénario commission technique plus référendum. Alors, l'instance va préparer les élections à la Constituante. Elle va les préparer, elles sont prévues en principe le 24 juillet, elles n'auront lieu que 3 mois plus tard, le 23 octobre. Pourquoi? Parce que les débats à l'intérieur de l'instance de réalisation des objectifs de la Révolution, les débats vont être extrêmement vifs sur la portée et la durée du mandat de la future ANC. Et là, on est dans ce jeu de la fluidité, c'est-à-dire des attentes des acteurs, des prévisions. L'idée qui va peu à peu s'imposer, c'est que le parti islamique, Ennahda, va très probablement être le vainqueur des prochaines élections. Or, l'instance elle-même est constituée d'une majorité de partis qui sont hostiles. Et tout le travail dans l'instance, toute la négociation dans l'instance, va se jouer autour de tentatives de confinement futur de l'ANC, confinement futur, selon des modalités d'ailleurs qui rappellent ce qui s'est passé en Égypte, avec l'établissement de déclarations énonçant des principes intangibles relatifs à l'état de droit, avec le cantonnement de l'ANC à sa fonction constitutionnelle, donc pas fonction législative, et la volonté de limitation du mandat de l'ANC à 1 an. Tout ça va donner lieu à des semi-accords, à des déclarations communes, qui plus tard ne seront pas respectées. Et donc on voit bien une stratégie du contre-feu à la légitimation de l'ANC par l'élection suffragée. Ces contre-feux vont s'avérer inefficaces. Ils vont s'avérer inefficaces, au moins dans un premier temps. En effet, l'ANC est élue le 23 octobre 2011, il y a une majorité de coalition entre Ennahda et 2 autres partis, qui forment une coalition majoritaire, dont de Moustapha Benjafar, qui va devenir président de l'Assemblée, et puis de CPR, le Congrès pour la République, de Monsef Marzouki, qui deviendra président de la République. Cette Assemblée va s'installer dans le plein exercice d'un pouvoir souverain tiré de la légitimité du suffrage universel. Elle va s'inscrire dans la durée en rejetant l'idée de limitation de son mandat. Et enfin, elle va se doter d'une véritable petite constitution à travers une loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics. Petite constitution qui doit lui permettre de voyager un peu plus. Moustapha Benjafar nous dit « Nous sommes donc dans une situation de légitimité institutionnelle octroyée par la volonté populaire à travers les urnes, et les institutions légitimes sont en place, aussi l'ANC est la source de tous les pouvoirs. » Monsef Marzouki, on a des belles illustrations de Bobbio là. Monsef Marzouki nous dit la démocratie, le président de la République nous dit la démocratie ne saurait exister sans majorité et minorité, sans majorité et opposition. Et donc la majorité de l'ANC est source de tous les pouvoirs. Et ceci est aussi l'ancienne des députés d'Ennahda dans les débats parlementaires. Et donc l'ANC va exercer tous les pouvoirs, le pouvoir constituant sur le mode de la lenteur, le pouvoir législatif pleinement et le contrôle du pouvoir exécutif. Est-ce que l'élection de l'ANC, par un bouclage du rapport entre droit et pouvoir, le peuple de la Constitution et l'ANC, le peuple dit l'ANC est légitime à exercer un pouvoir souverain, est-ce que ce bouclage, est-ce que cette élection, par ce bouclage, signifie la fin du processus transitoire, qui était caractérisé jusqu'ici par une fluidité extrême? Ou encore, est-il affecté par des effets de frottement multiples qui feraient varier la vitesse et la densité du fluide qu'est la légitimité? La réponse à cette question est partiellement négative, car la légitimité de l'ANC, acquise par les urnes, par le suffrage universel, va connaître et être confrontée à un phénomène d'érosion extrêmement rapide tenant à plusieurs facteurs que je cite très rapidement. D'abord, l'ambivalence des résultats des élections en termes de suffrage universel. Seule la moitié du corps électoral potentiel s'est prononcé. Le mode de scrutin, la proportionnelle, a des effets de voix perdues, c'est-à-dire qu'une grande partie des électeurs n'ont pas de gens qui les ont représentés.
tout ceci leste la légitimité de cette ANC. Deuxième élément, la configuration politique de l'ANC. Configuration politique, c'est traduit par une très grande violence des antagonismes, donc un spectacle de la division de l'Assemblée, alors que les constituants sont censés représenter l'unité de la nation. D'autre part, une majorité de coalition. Une majorité de coalition et l'exigence souvent de majorité qualifiée, notamment par rapport au texte constitutionnel, d'où des blocages dans le processus politique, accentués par les insuffisances de la petite constitution. La qualité technique du travail de l'ANC, qui a été considérée comme faible, avec une quasi-absence de juristes, un seul constitutionnaliste de la faculté des sciences juridiques, les errances procédurales, l'absentéisme massif des députés, sauf les députés de Narnia, les retards, etc. Oui, 5 minutes de mort, c'est bon. Les effets de la durée du mandat de l'ANC sont évidemment l'élément clé. On va bientôt dépasser les 3 ans. Ces effets, d'abord en tant que constituants, ils apparaissent incapables, les membres de l'ANC, à remplir leurs tâches dans des délais raisonnables. Donc, ils sont critiqués par la population dans leur fonction. Par ailleurs, les constituants sont jugés comme des gouvernants. Pourquoi? Parce qu'ils légifèrent, parce qu'ils contrôlent le gouvernement. Et comme la situation économique, sociale et surtout sécuritaire se détériore, cette détérioration est imputée à l'ANC. D'où l'impopularité. De cette érosion, il résulte une marginalisation progressive de l'ANC dans le processus politique qui pourrait finalement lui conférer le statut de simple chambre d'enregistrement. Quelles sont les manifestations de cette marginalisation? D'abord, on peut remarquer la manière dont les mobilisations politiques extérieures ont pesé sur les travaux de l'ANC, sur des questions clés, comme par exemple la charia, source du droit, je ne prendrai pas les détails, sur la complémentarité homme-femme. La majorité a reculé. Ou encore sur le titre de la Constitution relatif à la justice. Les professions judiciaires, magistrats et avocats ont joué un rôle absolument. On peut également mettre en exergue la fonction de surveillance exercée par la société civile. Je vous en parlerai, je vous donnerai des exemples. La société civile et les associations concernées. La décision du président Ben Jaafar, décision unilatérale assez ahurissante, de suspendre les travaux de l'Assemblée à l'été 2013, consécutivement à l'assassinat de Chokri Ben Aïd, et ceci en dehors de toute compétence juridique qui marque la faiblesse de l'ANC. Les compromis constitutionnels sur les questions essentielles. Ces compromis constitutionnels qui vont intervenir dans la phase finale des débats à partir d'octobre 2013. Eh bien, ces compromis se font hors de l'ANC. Au sein d'une instance du dialogue national, en coordination avec une commission du compromis de l'ANC, mais qui est une commission non institutionnelle, l'instance de dialogue national étant une instance réunissant des partis importants sous l'égide d'un quartet d'organisations nationales, dont principalement l'UGTT, donc l'Union Générale du Travail. Sur le choix du nouveau Premier, les deux derniers exemples, sur le choix du nouveau Premier ministre Mehdi Jomara en janvier 2014, sur sa feuille de route, l'ANC n'intervient pas. C'est encore l'instance du dialogue national qui décide. Enfin, dernière décision essentielle, qui a été prise il y a quelques jours et qui a trait à la chronologie des élections législatives et présidentielles. C'est essentiel parce que de cette chronologie dépend les rapports de pouvoir entre le Parlement et le Président, et entre le Premier ministre et le Président, celui du gouvernement plus précisément, le Président. Or, sur cette chronologie, c'est encore l'instance qui a décidé, et quand il y a eu blocage dans l'instance, certaines fois on dit on pourrait peut-être demander à l'ANC quand même finalement de prendre pouvoir. Et à ce moment-là, c'était non, absolument, il est hors de question que l'ANC fasse ce choix, elle devra simplement
faire un travail qui consistera à approuver le choix qui aura été fait dans l'instance et dans l'instance supérieure indépendante des élections. Vous voyez bien que l'ANC donc, a perdu la main. Et si elle perd la main, cela signifie que d'autres acteurs la prennent. Ils vont la prendre. Je ne développerai pas sur ces points, puisque mon temps, semble-t-il, est sur la fin. Ils la prennent et en s'appuyant sur d'autres registres de la légitimité. Il y a deux autres registres de la légitimité principaux qui vont jouer un rôle essentiel. Il y a le registre de la légitimité technique, c'est-à-dire des acteurs qui vont, au nom de leurs compétences techniques, intervenir très directement dans le processus. Vous allez en parler, notamment pour les professeurs de droit. On peut dire aussi que le registre de la légitimité technique s'exprime dans la nomination, à deux moments du processus, de gouvernements eux-mêmes techniques, c'est-à-dire la dépolitisation de la fonction gouvernementale. Et l'autre registre, c'est un registre de la légitimité historique, qui est extrêmement important dans les positionnements, de deux manières. La première manière va être celle qui va consister à renforcer ou à décriminaliser les positions des uns et des autres en fonction du rapport au passé pénaliste et ou bourguignon. Alors ça, c'est tout le débat qu'il y a eu d'ailleurs pour la loi électorale sur fallait-il autoriser à se présenter aux élections, notamment à l'élection présidentielle, des gens qui avaient participé aux responsabilités politiques ou partisanes sous la période de l'Annecy. Puis l'autre élément, en termes de légitimité historique, là je reviens à l'instance nationale, du dialogue national, c'est la réapparition, la réémergence de structures dont la légitimité s'est inscrite dans la longue durée. Et c'est le cas du GTT. L'UGTT, c'est une structure qui relève d'une exceptionnalité dans le cas tunisien. C'est la première centrale syndicale du monde arabe. Elle a toujours joué un rôle important dans les moments clés de l'histoire tunisienne. Et elle réémerge à un moment où les autres sources de légitimité s'épuisent pour d'autres actions. Elle réémerge et elle prend un peu la main du processus. Alors voilà, donc nous sommes dans un processus qui a recouvert une certaine fluidité. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale constituante a perdu la main, il y a plusieurs autres acteurs qui sont là, disent mais moi j'ai la légitimité et je pèse sur le processus. Certes, la Constitution a été adoptée, donc on peut considérer que la Constitution ayant été adoptée, eh bien, la norme est là pour relégitimer le pouvoir. C'est pas sûr parce que ça va dépendre de deux choses. Le déroulement du scrutin, taux de participation, régularité du scrutin, les résultats des élections en termes de majorité présidentielle et majorité parlementaire, et puis la question du fonctionnement des institutions après l'établissement des nouvelles autorités élues. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette Constitution, et là aussi vous en donnerez des exemples, cette Constitution, c'est une Constitution qui a été établie sous, je dirais, l'égide du compromis, et de compromis extrêmement complexe pour deux effets, un montage institutionnel de relations entre les pouvoirs qui est lui-même très sophistiqué avec des risques de blocage, et enfin l'ambiguïté du texte constitutionnel sur de nombreux points, ambiguïté qui fait que, bien entendu, les risques de conflit dans l'application de la Constitution sont très nombreux. Je vous remercie. Je vous remercie.